Le 11 juin, une date qui est attendue par tous les amoureux du ballon rond, c'est le début de l'Euro de football. Alors c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui en Europe suivent le football, mais pas seulement en Europe. Du fait de la globalisation, on va suivre aussi l'Euro de football parce que les meilleurs joueurs européens sont connus dans le monde entier. On va le suivre en Asie, on va le suivre en Afrique, on va le suivre en Amérique latine. Mais c'est l'effet de la mondialisation. La compétition qui va s'ouvrir en Amérique du Sud va être suivie également en Europe parce qu'il y a des joueurs latino-américains qui sont très connus, mais aussi sur d'autres continents. De même que le championnat d'Afrique des Nations est suivi également en dehors du continent africain. C'est peut-être seulement les compétitions interasiatiques qui, pour le moment, du fait d'une relative faiblesse des équipes nationales, est moins suivie dans le reste du monde. Deuxième leçon, c'est que l'Euro a lieu. Il devait avoir lieu l'an dernier, il a été annulé du fait du Covid-19, et le fait qu'il puisse se tenir montre qu'on est en train de dépasser le Covid-19. Les compétitions internationales qui sont annulées à cause d'événements, ça a lieu pendant les grandes guerres, pendant les guerres mondiales. On a interrompu les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de football. Là, du fait du Covid-19, on a retardé et les Jeux Olympiques et l'Euro de football. Le fait que l'on puisse faire l'Euro de football montre un peu un signe d'espoir. C'est une certaine forme de retour normal. Le sport peut reprendre. Et puis, surprise et bonne nouvelle supplémentaire, il peut reprendre avec des spectateurs. Alors bien sûr, ça ne sera pas des stades pleins, ça sera des jauges limitées, mais ça ne sera pas des stades qui sonnent dans le creux vide. Mardi soir, l'équipe de France a pu être supportée par 5000 personnes dans le Stade de France. Il en tient 80 000, mais c'est déjà mieux que rien. Et là, les 11 villes qui vont recevoir des matchs de l'Euro auront tous, selon les caractéristiques nationales, vont toutes accueillir du public. Et donc, c'est un retour supplémentaire vers leur normale. Et on peut espérer qu'en septembre, finalement, tous les stades puissent accueillir du public à pleine capacité. C'est important le sport, parce que ça fait partie, effectivement, des sujets de la vie sociale les plus importants. On en parle, c'est du vivre ensemble, et donc c'est un signe extrêmement positif d'un retour à la normale, comme l'ouverture des restaurants, des musées, des salles de cinéma. C'est un élément extrêmement important pour montrer que l'on a dépassé. Il faut rester prudent, bien sûr, faites toujours respecter les gestes barrières, mais qu'on a dépassé le Covid-19. Alors, il y a un sujet géopolitique brûlant dans cet euro, c'est le maillot de l'Ukraine. Le maillot de l'Ukraine qui contient la Crimée. Alors, les Russes ont protesté en disant que c'est une provocation. Michel Platini s'était débrouillé lorsqu'il était président de l'UEFA pour dire que l'Ukraine et la Russie ne pouvaient pas être dans les mêmes groupes de qualification. De même, il avait d'ailleurs fait la même chose pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pour éviter les plus grandes frictions. Là, l'Ukraine a fâché la Russie, puisqu'elle met la Crimée sur son territoire, mais officiellement, le reste du monde n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée. Et donc l'Ukraine ne viole pas les règles, et finalement, dans la mesure où personne, ou presque, n'a reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie, l'Ukraine peut tout à fait, sans trop fâcher l'UEFA, mettre un territoire qui comprend la Crimée sur son maillot. Elle a mis aussi des slogans qui sont les slogans de Maïdan en 2014, qui pour la Russie sont des slogans fascistes, des slogans nationalistes. Alors, avouons-le, c'est plutôt rare de mettre des slogans sur des maillots. Et on peut dire que l'UEFA a quand même été très accommodante avec l'Ukraine sur ce double point, à la fois le territoire et les slogans sur le maillot. Et bien sûr, pour les Ukrainiens, c'est une façon de rappeler leur conflit avec la Russie, et puis peut-être d'espérer d'obtenir sur le terrain la revanche sportive de ce qu'ils estiment être une défaite militaire de 2014 et de l'annexion de la Crimée. Alors normalement, la Russie et l'Ukraine ne devraient pas se rencontrer avant les demi-finales, ce que normalement elles ne pourraient pas atteindre vu la qualité de leur équipe et plutôt la qualité des équipes concurrentes, mais on ne sait jamais. Et effectivement, s'il y avait un tel match, on imagine un peu l'enjeu, bien au-delà de l'enjeu sportif que cela représenterait. On regardera d'un œil particulier la Turquie, qui est en relation délicate avec plusieurs pays, mais qui est en voie de se raccommoder de montrer une image un peu moins agressive. Le football peut servir d'exemple de rabibocher des pays qui sont en mauvaise posture. On se rappelle qu'en 1998, les équipes iraniennes et américaines, que le tirage au sort avec Mali avait mis dans le même groupe, avaient posé, non pas séparés pour la photo d'avant-match, mais ensemble. Alors, quels sont les favoris ? C'est les suspects habituels. Il y a bien sûr l'Angleterre, dont l'équipe nationale est meilleure que d'habitude, l'Allemagne qui est moins en forme, mais dont il faut toujours se méfier, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, bien sûr, qui avait fait un excellent parcours en 2018, et puis la France. Disons que la France est la favorite, avec un trio Benzema, Griezmann, Mbappé
dont on a vu la qualité dans les matchs contre l'équipe de Galles et la qualité de l'animation offensive, et dans les 38 premières minutes du match contre la Bulgarie, avec N'Golo Kanté derrière, et puis quand même un milieu de terrain, Pogba. Le retour de Benzema a fait couler beaucoup d'encre. Deschamps a agi, je dirais, en homme d'État. Il a fait prévaloir l'intérêt collectif sur les sentiments particuliers. Quand on a un joueur de la qualité de Benzema, eh bien, on ne s'en prive pas. Il a été très bien intégré dans le groupe. Il y a eu quelques propos négatifs de la part de gens qui ont très franchement avoué leur penchant raciste. En tout cas, on voit bien que ceux qui critiquent le retour de Benzema ne le font pas pour des critères sportifs, mais parce que c'est des critères racistes, avoués ou non avoués. Mais en tous les cas, quand on voit la façon dont ils jouent ensemble avec Mbappé et Griezmann, on ne peut que se féliciter du retour de Karim Benzema. L'équipe de France fait peur à tout le monde. Elle est largement favorite, mais on le sait, c'est à la fois tout le sel du football. Les favoris ne gagnent pas toujours. On l'a vu en 2002 et les Français le savent très bien. En tous les cas, on va assister à un bel Euro, des beaux matchs en perspective, des matchs qu'on va regarder avec des amis, qu'on va commenter. Ça va susciter du lien social. Il faut s'en féliciter et espérons donc, soyons un petit peu chauvins quand même, que la France ajoute un 3e titre européen aux 2 qu'elle possède déjà, 84-2000, pour compléter un palmarès qui est quand même déjà bien fourni et surtout récompenser une équipe qui est non seulement talentueuse, mais qui est aussi sympathique.